toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle table ronde sur ces conférences de la production et de la maintenance du CEPEM Nord, donc de Douai. Bienvenue, je vois que le sujet évidemment attire beaucoup de monde, attise les foules si je puis dire, et pas que les foules, puisque c'est un sujet effectivement très brûlant qui est l'efficacité énergétique et in fine évidemment la décarbonation des usines. Avant d'arriver à la décarbonation, évidemment, on va parler de consommation électrique, de comment réduire sa facture énergétique, surtout quand on a un chiffre en tête et nos trois intervenants, évidemment, en ont d'autres, vont en livrer également d'autres. Ce fameux chiffre on va dire 90 euros du mégawattheure comparé aujourd'hui à 1 millier d'euros. Plus ou moins, et qui peut être également amené à augmenter. Voilà, déjà, c'est un argument massu. Alors, j'ai le plaisir pour cette table ronde, installez-vous, c'est ouvert. J'ai le plaisir pour cette table ronde d'accueillir, on va commencer alors par Charles Vernier, voilà, ingénieur décarbonation de l'industrie au sein de l'ADEME, hein, la grande agence nationale élément de la transition énergétique. Installez-vous, prenez place, bienvenue. Donc à sa gauche, Frédéric Béguin, responsable d'ISA. Donc ISA est une association internationale de fabricants et réparateurs de moteurs industriels, notamment électriques. Moteurs que l'on retrouve évidemment un peu partout aujourd'hui et de plus en plus dans l'industrie, pas simplement l'industrie, mais enfin en grande partie. Et évidemment Nicolas Estève, directeur de la décarbonation et de la performance énergétique de l'industrie, donc au sein des usines du groupe Renault. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Alors, je viens de le faire évidemment, mais de voir avec vous quelles sont vos fonctions dans la société et peut-être, pour rentrer aussi dans le vif du sujet, un chiffre qui vous vient à l'esprit quand on parle d'efficacité énergétique et d'urgence en matière de consommation énergétique. Très bien, merci beaucoup. Donc, je me représente Charles Vanier, donc je suis ingénieur sur la décarbonation de l'industrie dans les... Ah, c'est mieux ? Impeccable. Ingénieur sur la décarbonation de l'industrie dans les Hauts-de-France pour l'ADEME. Plus généralement, je suis membre du pôle transition énergétique et je m'occupe, on va dire plus spécifiquement, de tous les dossiers qui sont déposés aux appels à projets sur la décarbonation de l'industrie à l'ADEME pour les Hauts-de-France. Donc c'est la décarbonation des procédés industriels, ça peut être soit l'électrification, la récupération de chaleur fatale, l'efficacité énergétique, donc les intrants de matières alternatives, etc. Donc tous ces projets industriels qui tournent autour de la décarbonation de l'industrie. Et pour ce qui est des chiffres, je pense que j'en donnerai deux. Le premier, c'est 67%. C'est la part de combustibles fossiles qui sont dans le mix énergétique des industriels en France aujourd'hui. Et 81%, c'est la réduction sur les émissions à effet de serre sur laquelle la France est engagée pour 2050 vis-à-vis donc, de son plan climat, de la stratégie nationale bas carbone. D'accord. Qui est en lien aussi avec les ambitions européennes. Exactement. Évidemment. Frédéric. Donc, Frédéric Béguin, j'ai le plaisir d'être le directeur général de ISA pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et donc, ISA, c'est la plus grande association au monde dans le domaine de la réparation et maintenance des systèmes moteurs. Nous avons 1800 sociétés de services qui sont membres de notre réseau à travers le monde et tout un tas de fabricants et autres. Et donc, actuellement, un de nos gros projets, dernièrement j'étais en Allemagne, j'ai rencontré une association allemande qui m'a demandé, ils avaient reçu la demande du ministère allemand de l'énergie et de l'industrie pour délivrer beaucoup plus rapidement des économies d'énergie au niveau des systèmes moteurs. Et donc, je pense qu'effectivement, nous avons beaucoup à offrir, puisque, comme tu l'as dit, entre 70 et 80% de l'électricité d'une usine passe dans un moteur électrique. Ça représente 30% de l'électricité produite dans le monde, donc c'est pas rien du tout. Et en fait, si on commence à utiliser toutes les nouvelles technologies de mesure auxquelles nous avons accès, les aspects d'intelligence artificielle et autres, mais surtout de connaissances et d'expertise de tous les vrais spécialistes des moteurs, eh bien, on peut monter jusqu'à 80% d'économie d'énergie. C'est des études de plusieurs universités en Europe sur une combinaison entre plusieurs actions. Donc,
J'invite à ce que l'industrie, dans son entièreté des moteurs, des systèmes moteurs, se réunissent et décident d'aller un de ces quatre, trouver toutes les autorités en disant on va vous aider, on va maintenant vous fournir toutes ces économies d'énergie. Donc, mobilisation générale autour des économies d'énergie, s'il vous plaît, et autour des économies d'énergie potentielles au niveau des systèmes moteurs. Merci Frédéric. La parole maintenant à un industriel que tout le monde connaît évidemment, Renault. Hein, donc, Oui. Nicolas Estève, je vous laisse vous présenter, présenter également le Donc, chiffre. effectivement, Nicolas Estève, donc mon poste, je suis en fait en charge de l'ingénierie du système industriel chez Renault. Et dans ce périmètre, j'ai la responsabilité de la décarbonation des sites du groupe Renault dans le monde, et ainsi que de la performance énergétique de ces sites. Donc voilà, à peu près 24 usines dans le monde, à la fois des usines qui produisent des moteurs, des organes mécaniques, mais aussi donc des usines qui produisent des véhicules, comme par exemple à Douai, notre belle usine de Douai, ou encore celle de Maubeuge, MCA, dans le nord de la France, à côté. Donc un chiffre clé, effectivement. Donc en France en particulier, donc il faut, pour avoir en tête ce que représente un groupe Renault en France en termes de consommation d'énergie, pour produire ces véhicules dans ces usines, donc ça concerne principalement la consommation d'électricité et la consommation de gaz fossile. Donc on représente à peu près 1,5 TWh. C'est la consommation annuelle en 2022, à peu près 1,5 TWh. Ça représente que 0,5% de la consommation totale des industriels en France, à peu près 300 TWh. Donc c'est beaucoup, mais relativement faible par rapport à d'autres industriels qui consomment beaucoup plus d'énergie que nous. Cela dit, pour relativiser tout ça, donc pour produire un véhicule dans une usine comme Douai ou comme à Sandouville, on consomme autant, pour produire un véhicule, on consomme autant qu'un foyer français pendant un mois, pour chauffer l'eau ou pour la cuisine. Donc pour dire qu'il y a des enjeux, effectivement, à baisser nos consommations, c'est d'autant de gaz et d'électricité à disposition en fait, de nos concitoyens. Voilà. Merci Nicolas. Je reste avec vous pour savoir à quel moment chez Renault, ou au sein du groupe, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite sur la transition énergétique. Alors je ne parle pas forcément de la consommation et des émissions de CO2 des véhicules, ça c'est une chose, parce que je pense que ça, il y a une prise de conscience depuis très longtemps avec des enjeux, mais plutôt au sein du process industriel. Alors, depuis longtemps, en fait, on a cette préoccupation de la consommation d'énergie par nos sites, mais plutôt sur un aspect de compétitivité, de valeur de transformation. Mais bon, avec les coûts qu'on connaissait en 2018-2019, la part de l'énergie dans la valeur de transformation d'un véhicule était assez faible. Donc ce n'était pas forcément la priorité en fait, de l'industriel de baisser vraiment ses consommations. C'était plutôt travailler sur la valeur ajoutée, ce qu'on appelle les heures passées, etc., ou l'automatisation. Avec la crise, effectivement, donc on voit les coûts de l'électricité et du gaz augmenter, et donc la part de l'énergie dans la valeur de transformation devient de plus en plus importante. Alors effectivement, prise de conscience, il faut réagir. Mais chez Renault, on a réagi un peu avant, parce qu'à partir du mois d'avril, en avril 2021, notre CEO, Luca De Meo, a présenté le plan climat du groupe. Et avec des objectifs de décarbonation en 2050-2040 en fonction du périmètre géographique. Et dans ce plan de décarbonation, il y avait un volet sur l'industrie. Et on a affiché donc une ambition de décarboner, donc net zéro carbone pour les sites du nord de la France d'ici 2025 et d'être totalement net zéro carbone en 2030 pour l'Europe. Donc 2025, c'est vraiment demain. Et donc, et forcément, les différents leviers de la décarbonation, le premier levier, c'est la performance énergétique. Donc, courant 2021, déjà, on s'était mis en marche, en quelque sorte, pour animer au mieux notre performance énergétique, non pas pour baisser nos coûts, forcément, c'est tant mieux, mais surtout pour baisser nos émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie. Donc 2021, et après, bien évidemment, par la suite, les coûts ont fait qu'on a su mobiliser toute l'entreprise par rapport à la performance énergétique de nos sites. Merci. Au sein de l'ADEME, les industriels auxquels vous vous adressez ont-ils, à quel moment est-ce qu'ils ont également pris conscience, merci beaucoup, à quel moment est-ce qu'ils ont pris conscience
de l'urgence de passer, enfin d'engager des démarches d'efficacité énergétique? Alors, on va dire, l'ADEME a toujours été créée dans le but, a toujours eu ce fonds historique, donc fonds chaleur, pour aider les industriels, d'une part, justement, tout ce procédé de récupération de chaleur fatale et aussi aider les industriels à se décarboner. C'est pas pour rien que le fonds de décarbonation de l'industrie, lui, par contre, a été créé spécifiquement en 2020, justement, suite avec le plan de relance, etc. C'est aussi parce qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'industriels qui commençaient sérieusement à se poser la question de leur empreinte, de la part de l'énergie dans leur coût de production, de la part de leur empreinte carbone exactement dans leur bilan, etc. Beaucoup d'industriels se mettaient également à prévoir leur feuille de route pour les horizons, donc 2030, 2040, 2050, commencer à prévoir leur stratégie. Et d'où la création de ce fonds-là. Et depuis sa création, on voit quand même un nombre extrêmement important d'industriels affluer et venir vers l'ADEME, même croissant. Entre 2020 et 2023 aujourd'hui, on voit de plus en plus d'industriels qui répondent à chaque fois aux appels à projets. Les appels à projets, du coup, deviennent de plus en plus compétitifs, etc. Justement, alors, la crise justement énergétique n'y a pas été pour rien. En dialoguant avec les industriels, on voit que le coût énergétique dans les coûts de production de ces industriels a tellement augmenté que c'est presque devenu une nécessité pour beaucoup d'industriels. D'accord, donc c'est un peu par contrainte finalement qu'ils viennent. Mais mieux vaut tard que jamais, c'est pas du tout une critique. Mais... Oui, c'est ça, on va dire. On peut dire ça comme ça. Chez l'ISA, au sein de l'ISA, votre association donc, qui rassemble donc, les réparateurs de moteurs, est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience? Parce que c'est vrai que les moteurs sont parmi les éléments qui consomment le plus. Le fait d'intervenir, d'agir si peu finalement permet d'engendrer des économies substantielles au bout de plusieurs mois, au bout d'un an. Vous, quelle est votre analyse ces dernières années? C'est simple. Tant que l'énergie était si peu chère, en fait, les clients finaux, les utilisateurs des moteurs n'étaient pas très intéressés par ces aspects-là des choses. Et donc, il n'y avait pas de demande. Comme maintenant, tu parlais tout à l'heure, 1 000 €, mais on a eu des moments, par exemple en Grande-Bretagne, où c'est même monté à 3 000 € du mégawattheure. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes dimensions. Ça devient vraiment un poste extrêmement important. Et donc, on a de plus en plus de membres qui disent qu'ils vont visiter les usines et que les directeurs généraux viennent les voir en disant « Et tiens, en fait, quelle est votre stratégie pour nous permettre d'économiser de l'énergie parce que nos moteurs bouffent énormément, il est peut-être temps que vous nous aidiez ». Alors, une chose qui est vraiment essentielle à comprendre, c'est que ce n'est pas une question que par le passé, c'était uniquement les clients finaux qui n'étaient pas intéressés. C'était d'abord qu'il n'y avait pas toutes ces mesures auxquelles on a accès maintenant qui sont en train de changer complètement, je dirais, notre environnement. On a vraiment l'occasion au jour d'aujourd'hui de mettre des capteurs partout. Des capteurs, ils sont d'abord de plus en plus partout. Il y a vraiment une source énormément d'informations qui est en train d'être générée. Et donc, c'est le bon moment justement pour l'utiliser et voir au travers de toutes ces mesures quels sont les candidats les plus prioritaires, parce que de toute façon, on ne va pas faire les améliorations sur l'ensemble des machines du jour au lendemain. Il va falloir travailler comme n'importe quel projet sur les priorités. Donc voilà, il y a une conscientisation aussi qui vient, je dirais, de l'aspect de la technologie qui est maintenant à disposition et qui permet d'aller vers ces solutions. Une chose que je voudrais dire, c'est qu'on fait vraiment attention à ne pas uniquement travailler sur des nouveaux moteurs, mais surtout aussi sur les moteurs existants. Parce qu'en fait, les plus grosses sources d'économie d'énergie actuellement sur les aspects opérationnels des machines, c'est là qu'en fait, il y a la plus grosse source d'énergie. Donc, les métiers de maintenance et autres vont être extrêmement sollicités sur ces questions-là. Alors justement, ça, on parlera de technologie juste après, et justement cet avantage aussi de finalement d'intervenir sur des moteurs existants, ça évite aussi d'un point de vue coût, c'est peut-être plus avantageux, encore voilà, il faut voir. Sur les personnes impliquées, qui sont impliquées, est-ce que c'était une partie des salariés, est-ce que c'est plutôt la direction qui est généralement impliquée d'un point de vue finance, ou alors c'est plutôt la maintenance et la production, évidemment? Bien justement, c'est pour ça que là, je dis qu'il y a un aspect vicieux de nos organisations d'entreprise, c'est que depuis des années, les maintenanciers sont payés sur des aspects de fiabilité,
et, donc, et pas sur des aspects d'économie d'énergie. Et il y a donc des départements d'énergie qui sont, qui ont en charge les budgets énergie. Et on a 2 silos. Et on a vraiment besoin à l'heure actuelle de reconnaître qu'il est temps que les 2 silos se rejoignent. Et donc nous, dans notre approche, on est vraiment en train d'essayer aussi de tout de suite avoir des indicateurs financiers pour pouvoir après voir les directions générales et dire voilà un peu le potentiel d'économie. Maintenant, aidez-nous. Et surtout, arrêtez de ne payer vos maintenanciers que sur des aspects de fiabilité. Eux ont la responsabilité des systèmes moteurs et peut-être qu'avec leurs connaissances, ils vont pouvoir vous donner beaucoup plus d'économies d'énergie que ce qu'ils font actuellement. Et voilà l'ampleur des bénéfices possibles. D'accord. Nicolas, justement, sur cette partie-là, est-ce que... Alors, l'impulsion est venue évidemment de Luca Di Maio, le grand directeur général, nouveau directeur général de Renault. Mais au-delà de ça, est-ce que les salariés, notamment dans les usines, se sentent particulièrement impliqués? Est-ce que c'est plutôt, pareil, la production? Est-ce que c'est plutôt la maintenance? Est-ce que vous avez aussi des départements énergie qui se sont créés à cet effet? Donc effectivement, donc la filière maintenance, en fait, dans nos sites, pilote l'économie. Mais ça dépend en fait de chaque site. Les sites ont des organisations qui un peu différentes. Mais vous avez toujours un responsable énergie dans chaque site qui était pas, on était en support, on a renforcé, on l'a animé via des clubs métiers, de l'animation. Et on fait ça pour la France, mais aussi pour l'ensemble du groupe, et on partage donc toutes les best practices possibles et imaginables d'un site de l'Amérique du Sud vers la France, de la Roumanie, de la Turquie, etc. Donc il y a une mobilisation effectivement de l'ensemble des usines pour baisser leur consommation. Et justement, donc, et en fait, dans une industrie, c'est un peu militaire. À partir du moment où l'objectif est clair, j'ai constaté une mobilisation générale. Et donc en 2022, rien qu'en 2022, pour montrer en fait le résultat de cette mobilisation, c'est qu'on a baissé de 14% notre consommation d'énergie pour produire un véhicule à comparer à 2021. Ça, c'est le bilan de fin de 2022. 14% de baisse de notre consommation d'énergie en un an, avec un volume de production qui a légèrement augmenté. Ça veut dire qu'en plus, on n'a pas eu un effet volume favorable, on est assez stable à iso-volume. Et donc, vraiment, tous les sites de Renault dans le monde ont baissé leur consommation d'énergie. Et donc, aujourd'hui, pour produire un véhicule, on consomme 14% de moins par rapport à 2021. Donc, ça démontre en fait cette mobilisation. Alors, en fait, c'est souvent du management. Au début, pour faire cela, il faut faire un objectif clair, simple. Et puis après, on manage toute la ligne hiérarchique, de l'opérateur au chef d'équipe, au chef d'atelier, au directeur, se mobilise par rapport à cet objectif et on avance. Mais tout l'enjeu, en fait, c'est d'assurer la continuité. Parce que dès qu'on arrête ce type de management, dès qu'on arrête cette mobilisation, on va constater que les consommations vont remonter. Et tout l'enjeu maintenant, c'est d'arriver à faire la transformation digitale qui permet d'assurer la continuité de ce management. Et pas uniquement d'avoir une animation, un suivi humain en fait de tout cela. Et donc c'est le digital qui va nous permettre de maintenir à de tels niveaux nos consommations. D'accord, c'est effectivement très intéressant. Il y a une perte de motivation à un moment donné. C'est très humain, on le ressent même tous. Il suffit de s'engager, faire un régime par exemple, et donc évidemment, voilà, ça marche les premiers mois. Et puis, donc d'accord, mais c'est effectivement intéressant. On reviendra effectivement sur la technologie ensuite. Les principaux freins au sein des unités de production, ils venaient d'où finalement? Vous en avez eu des freins, je pense, des résistances alors, des freins, en fait, tout d'abord, c'est à partir du moment où l'enjeu est devenu évident par le prix, mais aussi par les émissions de CO2 que c'est devenu une évidence pour tous les collaborateurs d'agir et de baisser nos consommations. En termes de freins, en 2022, pas beaucoup de freins pour baisser nos consommations. Franchement, ça a été quand on a la chance d'avoir une mobilisation comme celle-là, les consommations baissent. C'est sans frein. Charles Lecou, qu'est-ce que vous avez pu constater, vous, et qu'est-ce que vous constatez encore aujourd'hui? D'où vient l'impulsion et d'où viennent les freins? S'il y en a encore. Oui, non, alors si, c'est assez rigolo, hein, parce que à la fois l'impulsion et le frein, c'est le prix.
à la fois aussi bien la motivation, c'est le prix de l'énergie, et en dialogue avec certains industriels, le frein, c'est le coût, pour certains, c'est le coût de certaines technologies qui leur permettent de faire, de faire la transition. Pour donner un exemple, j'ai dialogué avec des industriels où leur four était 5 fois surdimensionné par rapport à leurs besoins réels. Un four parfois pour certains même 8 MW alors qu'ils en ont besoin que d'1,5. Clairement beaucoup trop surdimensionné. Ils se rendent compte avec les fours datent d'il y a 50 ans où le prix et la consommation d'énergie n'étaient pas du tout un problème. Ils se retrouvent en 2022 avec des coûts qui explosent, à devoir fermer leur four pour l'hiver. Et leur solution pour redimensionner leur four, c'est les changer intégralement. C'est des capex en plusieurs millions d'euros. Alors qu'ils viennent de vivre un hiver qui est quand même extrêmement rude, alors qu'ils viennent une année même, pas que l'hiver, une année quand même extrêmement rude. Et ils se retrouvent entre guillemets un peu bloqués entre des coûts de l'énergie qui sont très lourds et un coût pour faire le changement qui est également extrêmement important vis-à-vis de leur situation actuelle. Donc voilà, ça peut être aussi bien la motivation que pour beaucoup le frein. Peut-être enchaîner, à moins que tu voulais dire quelque chose sur les freins justement, sur cette partie-là. Ben, je dirais que je ne suis pas sûr que ce soit uniquement une question de frein. D'abord, c'est une question de conscientisation. Je trouve qu'actuellement, nous tous qui nous déplaçons dans les usines, dès que nous voyons quelque chose qui semble anormal, qu'on ait cet état d'esprit que ce n'est pas l'énergie du client, c'est notre énergie, parce que derrière, il y a quand même un changement climatique, il y a quand même un problème par rapport à notre beau continent qui n'est pas spécialement riche en ressources énergétiques et autres. Donc c'est cette prise de conscience d'abord de se dire, ben non, là, il y a un problème. Et on voit en fait qu'il y a énormément de problèmes de ce style. Je sais que quand on commence à discuter avec tous les spécialistes de moteurs, tout de suite, on nous parle d'air comprimé. Tout de suite, on nous parle de machines qui tournent inutilement. Tout de suite, on nous rappelle qu'il y a des machines qui ont des environnements mécaniques complètement défaillants et autres. Donc voilà, je veux dire que là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément des investissements, c'est déjà d'abord une prise en compte et une décision de management, en fait, de se dire, mais on agit. Et maintenant, on commence à faire un inventaire de tout ce qui ne va pas. Et on commence. Je pense que la première des choses qu'il faut qu'on fasse tous dans l'immédiat, c'est déjà d'aller sur site et de prendre cette responsabilité. Et de deuxième chose, de commencer à faire un inventaire de tous ces aspects et de se dire, maintenant, on va les communiquer et on va au moins s'assurer qu'il commence à y avoir un changement là-dessus. Je reste avec toi, Frédéric. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, rentrer dans le dur, comme on dit, c'est-à-dire les projets qui ont été, des exemples de projets industriels qui ont été menés. Est-ce que tu as l'exemple d'un ou deux projets industriels peut-être significatifs des industriels qu'il y a ici aujourd'hui, et voilà, et peut-être des cas même un peu particuliers. Mais encore une fois, donc, ce que je voudrais que tout le monde retienne de cette discussion d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a énormément de solutions différentes. Ça, c'est ce que je trouve magique dans cette révolution, c'est qu'on se rend compte que c'est riche d'expériences différentes. Donc, j'ai en tête un premier projet que j'ai entendu d'un de mes membres qui a développé des capteurs, qui abandonne ces capteurs pendant 1 ou 2 mois dans une usine. C'est des grandes quantités d'informations. Et avec les systèmes d'intelligence artificielle auxquels on a accès aujourd'hui et autres, donc de comparaison de bases de données, eh bien, on arrive à 20 à 30% d'économie d'énergie. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément de très gros investissements ou autres. Dans quel secteur d'activité? Je parle, ils ne m'ont pas forcément donné directement le type mais en fait, ça représentait des usines moyennes. Ce n'était pas des usines particulières. Et c'est un ensemble d'applications différentes. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que justement, pour montrer que ce n'est pas uniquement une question de remplacement, que ça peut être aussi une question, par exemple, de rebobinage. On sait qu'il y a tout un tas de machines actuellement qui ne sont pas forcément si faciles à remplacer parce qu'il y a une intégration d'un nouvel équipement dans une machine, que ça prend du temps à faire tous les settings et autres. Et donc, dernièrement, on a fait une étude aussi au sein des membres de ISA, d'ailleurs sponsorisée par l'Union européenne, et qui montre que, par exemple, pour un moteur de 90 kW, au lieu donc, qui est montré comme étant totalement surdimensionné, donc il y a d'abord une petite étude pour voir quelle est réellement la taille nécessaire, on passe à 55 kW,
On a des technologies qui permettent de faire un rebobinage dans ce type de puissance, avec en plus maintenant de nouvelles solutions qui permettent d'optimiser les bobinages. Et donc, à la fin du compte, un moteur IE1 90 kW a pu être remplacé par un moteur finalement toujours de classe IE1 de 55 kW. Et ça veut dire que c'est l'équivalent d'un IE4 qu'on aurait installé sans faire toutes ces adaptations et autres. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tout un tas de solutions qui existent. Et c'est pour ça que je voudrais que nous tous qui travaillons autour de ces équipements, nous prenions maintenant la décision d'agir. Voilà. Très bien. Nicolas, oui. Ouais. Nicolas, donc exemple industriel, j'imagine que vous en avez beaucoup. On va peut-être pas tous les citer, mais ceux qui vous viennent à l'esprit. J'ai parlé un peu déjà au niveau corporate. Donc, comme je l'ai dit, donc, cette mobilisation, donc, on a fait beaucoup de Kaizen pour pouvoir baisser nos consommations, l'observation de poste, des points fab tous les matins pour suivre toutes les consommations dans tous nos sites. Ça, c'est le premier front. Donc, on fait baisser nos consommations immédiatement. Alors, avec une prise de conscience, c'est qu'on a vraiment, comme j'ai dit, on a beaucoup baissé, mais parce que pour l'enjeu économique finalement. Mais on se dit quand même que toutes ces économies, on aurait pu les faire avant. Et donc, on aurait pu autant éviter des émissions de CO2 par rapport à ça. Parce que si on les fait aujourd'hui, ces économies, on aurait pu les faire il y a 2, 3 ou 4 ans en avant. C'est quand même bon, un constat un peu que je souhaite partager. On aurait pu faire tout cela avant. Après, en parallèle, donc on s'est dit, donc il faut s'équiper. Il faut pouvoir manager nos consommations, pas uniquement via le management. Donc on a lancé un grand plan mondial pour augmenter donc, le nombre de compteurs, capteurs d'énergie dans nos sites. Donc 24 sites dans le monde, et on était couvert à peu près à 50% atelier par atelier. Donc en 2022, on a fait décider à l'entreprise de compléter l'ensemble de nos capteurs dans tous nos sites. Donc aujourd'hui, on a à peu près 10 000 capteurs qui nous permettent d'avoir une vision exhaustive de la consommation de tous nos ateliers dans le monde. À la fois la Colombie, comme la Turquie ou comme les sites en France. Exhaustivité. On met en place une control room. Donc aussi pareil, ça veut dire à partir du moment où on a cette donnée, il faut s'assurer qu'elle est bien prise en compte. Ça veut dire c'est bien gentil d'avoir de la donnée, mais si elle n'est pas prise en compte, elle n'est pas traitée, donc on met en place de la surveillance, de l'alerting, et on a mis en place notre propre EMS, Energy Management System, qu'on a fait évoluer, adapté réellement à nos besoins, pour préparer l'avenir, pour préparer déjà 2023. Parce que cette année, on a fait moins 14, on doit continuer, on doit encore baisser. L'objectif, c'est moins 30% d'ici 2025 de nos consommations. Et en France, moins 40. Donc ça ne s'arrête pas, donc on s'équipe. Donc 10 000 conteneurs, vision exhaustive de la consommation de tous nos sites. Et ensuite, en termes de projet, on a identifié, il y a une vraie opportunité aussi, c'est que les coûts de l'énergie font que, au lieu de payer l'énergie, investissons. Donc chez Renault, on a cette possibilité de faire des choix, de prioriser des investissements, parce qu'on sait que dans les 6 mois, ils seront totalement amortis. Et donc on a mis en place aussi un grand plan, ce qu'on appelle des Quick Win Energy pour 2023, pour préparer déjà 2023, qu'on a fait décider fin d'année, où on a recensé en fait toutes les briques technologiques des Quick Win qui nous permettent de baisser d'auteur de 30 millions d'euros nos consommations d'énergie dans le monde, pour un investissement de à peu près 15 millions d'euros. Et donc on l'a fait décider par l'entreprise, et tous les sites aujourd'hui sont mobilisés pour mettre en place ces investissements dès le mois de mars pour pouvoir en tirer profit immédiatement. Donc il y a une course contre la montre en quelque sorte, parce que c'est maintenant qu'on va les rentabiliser en moins de 6 mois. Donc une vraie opportunité. Des choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, parce que les prix de l'énergie ne nous permettaient pas d'avoir un payback à moins de 6 mois. C'était plus trop 3-4 ans. Là aujourd'hui, il y a une vraie opportunité et pour l'avenir. Au lieu de consommer l'énergie, investissons pour éviter des consommations. Donc c'est cette opportunité. Et en parallèle de ça, notre objectif, c'est de décarboner. Donc premier levier, la performance énergétique. Comme je le dis, elle va contribuer à hauteur de 30% de nos émissions de CO2. Et en parallèle de ça, c'est la transition énergétique. Et donc on a annoncé un certain nombre de projets qu'on lance avec des partenaires, en particulier dans le nord de la France. Sur le site de Douai, on va installer une géothermie profonde pour remplacer le gaz fossile par une chaleur renouvelable. Donc, et sur Maubeuge, on va mettre en place un dispositif avec une biomasse, mais aussi avec de la récupération de chaleur, avec des solutions de performance énergétique. On va optimiser nos process de peinture pour remplacer 65% de notre consommation de gaz fossile par de la chaleur renouvelable. Avec un objectif peut-être in fine de revendre cette énergie, ou c'est pour l'instant uniquement c'est l'autoconsommation. C'est vraiment pour nos propres besoins et pour tenir l'objectif de 2025 pour le Nord, net zéro. D'accord.
À l'ADEME, j'imagine que vous foisonnez de projets, bien Alors, entendu. Oui, alors, Quelques surtout que dans projets. les Hauts-de-France, on a quand même la chance d'avoir énormément d'industriels très différents. On a des industriels, enfin, on a de l'agroalimentaire, on a la métallurgie, les cimentiers, etc. Donc on a un panel de projets extrêmement variés en Hauts-de-France et même en France, hein, finalement. Sur les 2020 et 2021, donc en 2 années, on a recensé 23 projets sur la thématique de l'efficacité énergétique. Et ça, on voyait plein de panels différents, donc ça pouvait passer soit par l'optimisation des fours, donc c'était l'intégration de brûleurs performants, brûleurs à oxycombustion, brûleurs régénératifs, ça pouvait passer par une meilleure isolation de ces fours, ça pouvait être, surtout par exemple dans l'agroalimentaire, on avait beaucoup de projets de CMV, RMV, compression mécanique de vapeur, recompression mécanique de vapeur, vu qu'ils sont assez gros consommateurs. Certains agroalimentaires se disent, bah tiens, notre process libère de la chaleur avec la fermentation. Bah, pourquoi est-ce que je ne la récupérerais pas pour l'utiliser pour sécher mes levures ou mon process? Ce qu'on demande par contre avant dépôt, etc., c'est vraiment que les industriels aient au préalable quand même eu cette prise de conscience et établi quand même leur feuille de route et tout leur planning énergétique à des horizons, donc 2030, 2050, qu'ils aient leur feuille de route de prévu, qu'ils aient eu cette prise de conscience que ce projet-là ne soit pas, entre guillemets, comme une goutte dans l'eau, dans leur process industriel et que finalement, après ça, ils s'arrêtent là. Le but, c'est vraiment aussi de lancer la démarche chez les industriels, de faire que ce projet soit un premier pas vers une transition énergétique plus globale et plus massive chez ces industriels-là, in fine. Les gains obtenus, outre évidemment les gains financiers, qu'est-ce qui peut motiver aussi une entreprise à se lancer dans cette démarche de performance énergétique? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ces 23 projets d'efficacité énergétique, c'est 1,2 TWh par an d'économiser chaque année en France, ce qui est assez quand même non négligeable. Hein, encore une fois, c'est des projets recensés sur 2 ans, sur les 2 premières années du Fonds décarbonation de l'industrie. dont on va commencer justement là, ces années, ils vont commencer à être mis en place, à être opérationnels chez les industriels. C'est 470 000 tonnes de CO2 évitées chaque année. Et si on regarde au niveau de chez l'industriel, là, ces 23 projets, c'est 448 millions d'euros de CAPEX. Voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur quand même de ce qu'ont coûté ces projets et de ce qu'ils ont permis en retour chez les industriels. D'accord. Frédéric, peut-être un autre point de vue que ça chez tes membres, enfin, chez vos membres? Ben, j'essaye de... Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment actuellement une question de conscientisation, parce que ce qui m'ébahit, c'est la quantité d'exemples que j'entends maintenant tous les jours sur... Dernièrement, c'était une discussion simplement sur les aspects de connexion. Des gens me disaient il y a 10 à 15% d'économie, même parce qu'il y a tellement de moteurs qui sont mal fixés, donc après sur des aspects de lubrification. Donc c'est incroyable. Quand on commence à interviewer les experts, le nombre de bonnes idées qu'ils ont. Et donc c'est pour ça que actuellement, ce que je voudrais surtout, et une autre chose que je voudrais aussi demander, c'est qu'on essaye maintenant vraiment d'avoir une alliance autour de ces moteurs, pas seulement avec les spécialistes, mais également avec toutes les autorités. J'entends souvent qu'il y a des financements pour telles applications et autres, mais malheureusement, le message n'est pas connu. Dernièrement, sur des aspects de modernisation de moteurs, apparemment un fonds avait été mis en place en France et tout le monde était frustré parce qu'il y avait seulement 10% de ce fonds qui était utilisé. Enfin voilà, donc je pense qu'il faut vraiment que tous ensemble, on se décide de prendre à bras le corps et surtout de mettre en place une coordination entre nous pour que, en plus, on puisse aller beaucoup plus vite dans la délivrance de toutes ces économies d'énergie. D'accord. C'est-à-dire agir sur tous les fronts, effectivement, et à tout point de vue. Nicolas, du coup, vous avez, si on revient sur les gains, je pensais aussi éventuellement à des gains d'image ou d'attractivité, puisque la compétence se fait rare dans l'industrie, comme dans d'autres secteurs, mais tout particulièrement dans l'industrie. On a du mal à attirer les jeunes. Alors vous, évidemment, une marque comme Renault, ça résonne, mais ça attire déjà. Mais est-ce que
l'idée de se projeter, de se lancer dans la performance énergétique et in fine la décarbonation peut aussi redorer l'image d'une entreprise. Oui, effectivement, ça redore vraiment l'image de l'industriel, même comme Renault. Hein, même c'est pas forcément évident tous les jours hein, d'attirer les talents. Et le fait de travailler sur la décarbonation et la performance énergétique, effectivement, ça attire beaucoup. Et ça attire déjà beaucoup en interne. En fait, les gens sont très motivés, les collaborateurs sont très motivés pour travailler sur ce genre de sujet. Il y a une grande fierté par rapport à l'équipe qui travaille déjà aujourd'hui sur ces sujets-là, une grande fierté. Et cette fierté, elle est partagée au niveau du comité même de direction. Et la preuve, c'est que même Renault a financé une campagne de pub dans la presse française et régionale à hauteur de 5 millions d'exemplaires, où on a affiché notre fierté d'engager des projets de décarbonation en France et en Europe, en mettant en avant un certain nombre de projets concrets avec des partenariats avec des grands énergéticiens qui vont nous accompagner. Donc une grande fierté aussi que, effectivement, on est fortement, l'automobile, le groupe Renault est fortement engagé dans la transition énergétique, à la fois pour l'usage, mais aussi pour l'aspect industriel. Et ça motive tous les collaborateurs. Et donc forcément, aujourd'hui, j'ai pas de problème pour recruter et pour travailler dans mon équipe sur ces sujets-là. On va parler un petit peu d'aspect normatif. Alors, je m'adresse évidemment à Charles Vernier, puisque vous êtes bien sûr à la pointe de cette multitude de normes. Il y a des normes, il y a des réglementations. Alors, il y a les normes ISO notamment, qui ont souvent un caractère incitatif, mais qui finalement préparent un peu le terrain vers quand même ce qui va être demain et ce qu'il est aussi un peu aujourd'hui dans à certains niveaux des obligations réglementaires. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les normes? Est-ce que ça peut aider déjà? Et quelle norme surtout peut aider à orienter un industriel à se lancer et qui serait éventuellement, enfin, peut-être un peu perdu Ouais. Oula, vaste question. Non, alors, je vais en citer deux. Alors, on va dire, c'est pas forcément des normes. Le premier, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil, c'est les MTD, meilleures techniques disponibles, BAT, Best Available Technologies en anglais. C'est l'Union européenne qui recense, alors, ce qui, entre guillemets, devient maintenant, à chaque fois, pour chaque technologie, chaque secteur différent, devient la norme dans le milieu. Vraiment, ce qu'on peut faire de mieux pour tel ou tel dispositif. Elle se recense dessus et on se base quand même beaucoup à l'ADEME, par exemple, sur l'étude des dossiers, sur tiens, qu'est-ce qui est censé être la norme bientôt pour telle ou telle technologie. Le deuxième dispositif, ça va être les PTS, plans de transition sectorielle. Alors, de la même manière, pour les 9 secteurs les plus émetteurs de l'industrie, l'ADEME est en train de construire des PTS, donc plans de transition sectorielle, qui, le premier est déjà sorti sur la filière du ciment, et qui sont donc un planning extrêmement complet, quand même assez exhaustif, sur l'ensemble des enjeux de chaque filière, sur les problématiques auxquelles font face cette filière, et comment répondre à tous ces enjeux-là. Alors, certes, il y a tout l'aspect technologique, quelle technologie, vers quelles innovations on doit tendre pour respecter encore ce chiffre de 80% de réduction des émissions dans l'industrie en France, mais également quel levier humain, quel levier au niveau des consciences, quel levier au niveau oui, c'est ça, technologique, opérationnel, on est censé lever pour décarboner son entreprise dans chaque secteur. Il y a aussi on va revenir après avec Frédéric, mais il y a aussi toute la partie tertiaire avec le décret tertiaire, oui, etc. Donc toute cette partie-là aussi qui est beaucoup plus réglementaire cette fois. Oui, il y a cette partie-ci. Il y a l'ensemble des filières REP qui est également encadré par l'ADEME pour également engager tous les différents producteurs de tous ces produits à donc payer leur contribution sur le recyclage et la revalorisation de tout ce qu'ils produisent, pour aider également à les engager et à normaliser aussi, par la même occasion, aider à renormaliser et à une partie donc, de cette contribution vers les REP vient aider également à financer
des projets pour moderniser, décarboner les entreprises. Frédéric, un petit mot. Toi, tu as une dimension aussi très européenne, puisque l'ISA est une entreprise, une association internationale. Alors effectivement, donc, ce que j'entends surtout, c'est qu'actuellement, l'Union européenne est en train de nous préparer un tsunami de réglementation au niveau des moteurs électriques. Et je pense qu'on peut comprendre, vu l'enjeu que ça représente. Et c'est surtout en fait un nouveau grâce à la technologie, parce qu'en fait ils veulent mettre en place des passeports pour l'ensemble des équipements qui vont être vendus. Et donc en fait il y a toute une discussion d'ailleurs pour suivre la performance de ces équipements pendant leurs opérations et autres. Donc ils auront l'information, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raison qu'eux aussi définissent un certain nombre de standards. Enfin on le ferait nous-mêmes, quoi. Donc j'entends souvent les gens réagir et être négatif, mais je pense que la norme a aussi beaucoup d'intérêt et permet en tout cas au fur et à mesure aussi de travailler de plus en plus avec les meilleurs professionnels, parce que je pense qu'en fait que nos métiers sont des métiers de grands professionnels. Et il y a quelque chose qui me vient à l'idée, c'est une expérience que nous avons vécue au sein d'ISA, c'est qu'il y a de ça quelques années, tout d'un coup, un de mes anciens, j'ai eu l'occasion de travailler longtemps pour le groupe ABB, et un de mes anciens collègues de département marketing et communication avait réussi à faire passer l'idée que quand on rebobinait un moteur, eh bien, on perdait systématiquement 5% d'efficacité énergétique. Et c'était devenu la norme, tout le monde parlait de ces 5%. Et puis il y a quand même quelqu'un un jour qui a dit « Mais d'où viennent ces 5% Qu'est-ce qu'il y a ?» Et personne n'était capable de... Alors nous, en tant qu'association, on s'est dit ben, « On va quand même, puisque c'est quand même quelque chose d'important pour nous, on va regarder. » Et on a investi plus d'$1 million dans cette étude avec un rebobinage de 60 moteurs et en partenariat avec l'Université de Manchester. Et puis on s'est rendu compte qu'à la fin du compte, non. En fait, si on suit tout un tas de best practices et autres... C'était juste une rumeur. C'est une rumeur, tout simplement. Mais il y avait quand même un certain fond. C'est-à-dire que le chiffre de 5%, personne ne savait d'où il venait. Ceci dit, on savait quand même que ceux qui rebobinaient mal, effectivement, endommageaient, et peut-être même beaucoup plus que 5% d'ailleurs, parce que 5% c'était peut-être pas assez par rapport à certaines mauvaises qualités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après avoir justement fait toute cette étude et autres, on est arrivé et on a décidé nous-mêmes de mettre... Est-ce que vous m'entendez? Oui. On a décidé de mettre en place nous-mêmes une norme entre tous nos membres, et donc on a maintenant une norme de certification des ateliers à travers le monde qui permettent de garantir aux utilisateurs finaux que quand vous réparez un moteur avec un membre de ISA, eh bien, en tout cas qui est accrédité, eh bien, vous avez la garantie qu'il n'y a pas d'impact. Et ce que je veux dire aussi, c'est que derrière ça, tout ça initie tout un tas de nouvelles études. J'entends maintenant de plus en plus de fabricants de matériaux, de bobinage de moteurs et autres qui me disent « Mais tu n'as pas idée de la qualité des produits qu'on a maintenant et toutes les améliorations d'énergie qu'on peut avoir. » Enfin, je trouve qu'on parlait de l'attractivité de nos métiers. On sait que dans l'industrie, ce n'est pas toujours facile d'avoir des jeunes. Et justement, je pense que cette discussion sur les économies d'énergie est en train de nous permettre vraiment d'attirer beaucoup plus de talents et de redynamiser l'industrie d'une manière générale. Voilà. Non, c'est bon. Vous pouvez passer à Nicolas, justement sur la partie normative, réglementation. Vous, sur quelle base vous êtes appuyé? En fait, Quels étaient vos objectifs? nous, on est plutôt sur le système de management de l'énergie pour nos sites industriels, justement pour qu'ils soient sobres et vertueux. Et donc, on s'appuie sur l'ISO 50001, donc avec une volonté là d'accélérer la certification de nos sites. Alors, c'est aussi des prérequis hein, pour obtenir des subventions. Et donc là, aujourd'hui, d'ici fin d'année, on aura 7 de nos 10 sites en France qui seront certifiés ISO 50001 et la totalité l'année prochaine. Donc, et ça, c'est un prérequis, effectivement, parce que justement, ne pas avoir un système de management de l'énergie dans nos sites, c'est un peu embêtant. Ça part un peu dans tous les sens. Et effectivement, l'ISO 50001 établit vraiment le bon système à mettre en place dans nos sites. Et on accompagne aussi nos sites dans le monde, mais aussi en France, avec un système qu'on a mis en place nous-mêmes, qu'on a défini, interne, pour préparer les sites justement à être certifiés ISO 50001. Donc il y a toute une démarche depuis 2 ans pour accompagner les sites là-dessus. Et j'enchaîne sur la partie normative, c'est aussi tout
tout ce maillage d'aides, enfin tout cet empilement, on va dire, hein, d'aides entre les aides françaises, européennes, les aides d'État, etc. Comment s'y retrouver Peut-être la parole aussi à Renaud. Hein, vous étiez évidemment concerné, comme tout le monde. Effectivement, c'est assez compliqué. Hein. D'avoir la vision complète de toutes les aides, c'est un peu compliqué. Et on n'avait pas forcément l'organisation pour. Donc c'était par à-coup. On dit, ah, il y a une aide là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc c'était par à-coup. Donc on est en train de se structurer. On s'appuie sur des cabinets, justement, pour avoir de la veille. Et pas uniquement qu'en France. Encore en France, c'est assez facile. Hein. On sait à peu près recenser. Mais pour le reste, on essaie d'avoir une veille pour l'ensemble du monde. On est là, aujourd'hui, actuellement, on est surtout sur les plans d'aide. Les plans d'aide aux industriels. Donc il y a le plan d'aide en France qui permet d'absorber quelques surcoûts liés à l'énergie. Mais on est en train de regarder dans tous les pays européens et dans le monde les aides qui sont mises à disposition par les différents gouvernements. Et donc là, on s'appuie aussi sur les affaires publiques du groupe qui s'appuient sur leur propre réseau pour identifier tout cela. Pour les subventions, ça c'est un autre sujet. Et effectivement, il faut s'appuyer sur des gens qui savent faire et qui sont payés pour ça d'ailleurs. D'accord. Du côté de l'ADEME, j'imagine, c'est votre cheval de bataille. Comment on s'y retrouve finalement dans tout ça? Alors, outre le fait qu'il y a quand même, il y a donc justement des bureaux d'études ou des personnes pour conseiller vers quel dispositif, j'ai quand même en cité deux très importants un déjà les C2E sur lesquels on redirige systématiquement avant qu'un industriel vienne déposer un projet d'efficacité énergétique à l'ADEME. C'est la première question qu'on demande, c'est avez-vous pensé à lever des C2E par exemple. Donc premier réflexe à aller voir, c'est les C2E, certificats d'économie d'énergie, donc qui ont l'avantage entre guillemets de décharger l'ADEME dans le sens où c'est pas intégralement des aides publiques justement, c'est des aides versées par des fournisseurs énergétiques, c'est des certificats d'économie d'énergie, c'est normalisé, il y a des fiches standardisées, tout est disponible sur le site du gouvernement, là, les C2E, certificats d'économie d'énergie, il y a des fiches standardisées pour l'industrie sur un nombre assez impressionnant d'actions d'efficacité énergétique. Certains ont même des taux assez intéressants. Ils ont un petit peu baissé l'année dernière, mais ça reste quand même des fonds quand même très intéressants au niveau de ces C2E-là. Et donc, premier réflexe à les lever. Le deuxième, pour ce qui concerne les aides de l'ADEME, c'est vrai qu'il peut y en avoir beaucoup. C'est vrai qu'il peut être difficile de s'y retrouver. L'ADEME a un site global où elle recense l'intégralité de ses aides, où elle les organise en fonction des entreprises, etc. Le site, c'est Agir pour la transition. Voilà. Vous tapez Agir pour la transition, vous mettez le type de projet, donc si c'est l'efficacité énergétique, si c'est la récupération de chaleur fatale, etc. Ou bien vous l'entrez même directement dans le site, vous êtes assez bien dirigé et vous avez l'intégralité des aides qui sont disponibles, les cahiers des charges associés, les modalités pour déposer, les dates d'ouverture, etc. Tout est recensé sur ce site-là. Il est assez bien fait. Et sinon, on a des personnes comme moi dans chaque direction régionale un peu en France. Notre numéro est disponible sur le site de l'ADEME. On est joignable. On peut vous aider à vous conseiller sur... vous avez un projet d'efficacité énergétique, vous nous appelez et on regarde avec vous quel dispositif peut vous accompagner sur votre projet, quelles aides peuvent être levées. Il y a également qui de la région peut vous aider, parce que la région peut proposer des aides, l'Union européenne avec le FEDER, le Fonds de transition juste, etc. pour d'autres. Donc, vous redirigez vers les bonnes personnes et vers les bons dispositifs également. Très bien. On peut enchaîner peut-être sur la technologie. On parlait pas mal de technologies disponibles de plus en plus. C'est une chance, évidemment, c'est une opportunité. Quelles sont les technologies? Tu as parlé notamment d'intelligence artificielle, alors même si derrière ce mot se cache pas mal de réalité également. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des technologies aujourd'hui? Ce qu'on constate, c'est que moi, je participe à beaucoup de salons, je visite. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, actuellement, il y a beaucoup de stratégies différentes. Donc, je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment une seule technologie. Je pense que ce qui est important, c'est l'utilisation déjà de chacune qui est disponible, que ce soit au niveau de l'analyse de la vibration, des aspects de température, des prises de mesure au niveau des armoires électriques, des consommations électriques. Donc,
surtout, ce qui se passe, c'est ça, c'est la foison de mesures. Et encore une fois, déjà, utilisons ce qu'on a. Déjà, c'est déjà beaucoup. Et après, continuons à travailler sur des aspects de croisement. Mais je ne peux pas vraiment dire qu'il y ait une seule technologie qui est en train de prendre le pas plus qu'une autre. Voilà, c'est une richesse et une grande diversité, mais surtout un existant. Et voilà. Nicolas, vous confirmez cette combinaison de technologies, de quelle technologie on parle et surtout comment on arrive à les mettre en œuvre. On nomme quelqu'un précisément C'est un peu. Alors, je vais un peu rebondir sur la mesure, tout d'abord. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a investi un plan de comptage. Donc, on a des capteurs partout maintenant pour suivre les consommations de nos machines, nos ateliers. Donc, on a la donnée. C'est exhaustif, c'est complet. Et tout l'enjeu, en fait, et c'est là où on parle d'intelligence artificielle, mais bon, tout l'enjeu, c'est d'avoir des modèles prédictifs. Cette donnée, elle doit nous permettre de construire des modèles prédictifs de consommation de nos ateliers. Et ces modèles prédictifs vont nous permettre, à la maille de 2 heures par exemple, d'identifier si un site ou si un atelier, une machine est en dérive par rapport à ce qu'il devrait consommer. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a ces modèles prédictifs, ça devient très très simple de manager l'énergie d'une usine comme un site industriel chez Renault. Donc modèle prédictif. Donc là, mon objectif, c'est là. Donc on est en train de se renforcer en data analyst en particulier, et il faut aller très très vite. Il y a quand même de l'urgence. Il y a un peu d'urgence, donc il faut agir très très vite. Donc je vais dire, on va très très vite. Donc captage de données, etc. Modèle prédictif. Et notre objectif, c'est dans 6 mois qu'on ait les modèles prédictifs de nos sites industriels, de chaque atelier, pour pouvoir donner les outils ensuite au management du site pour pouvoir être alerté quand ça commence à dériver. Parce qu'aujourd'hui, on sait faire à la maille de la journée. Le lendemain matin, au café, ah mais j'ai consommé 10% de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On fait le 5 pourquoi, on analyse le truc, on est bon, hein, on identifie la cause et on met le plan d'action. Mais c'est trop tard, c'est dommage, on aurait pu faire ça un peu avant. Les modèles prédictifs vont nous permettre tout de suite d'être alertés et de mettre en place ces plans d'action et de réagir tout de suite. Alors ça peut être anecdotique, mais quelquefois on oublie une machine toute la nuit. Donc quelquefois on a mal réglé une machine et on a laissé dériver. Une autre fois par exemple c'est pour la peinture. La peinture, le process peinture dans un site industriel comme Renault automobile, c'est 40% de la consommation d'énergie. Parce qu'il y a des étuves, des bains, on chauffe beaucoup. Et tout l'enjeu c'est de démarrer au plus juste la peinture pour que la température soit au bon niveau pour le premier véhicule. Et puis aussi, c'est gérer l'inertie de la peinture pour arrêter la peinture au plus juste pour pas continuer à chauffer pendant 2 heures sans production. Et tout ça, jusqu'à maintenant, c'était plutôt managé par un technicien qui lui, sa crainte, c'était pas démarrer la peinture. Donc il allait démarrer 2 heures, 3 heures avant pour s'assurer que la peinture allait être chaude. Et donc là, on est en train de construire les modèles et l'intelligence artificielle qui vont définir la fenêtre de chauffe idéale en fonction des consommations, des conditions météorologiques ou de l'heure de passage du premier véhicule. Il y a un potentiel énorme. Modèle prédictif et modèle aussi pour bien comprendre nos installations et ajuster au plus juste nos modes de fonctionnement. Très bien. L'heure tourne. On va devoir clore cette table ronde. Cependant, je reste avec vous. Peut-être Nicolas, un message fort, profitez de la table ronde, un message à faire passer à tous nos auditeurs. Bon, alors, je vais faire un message de politique générale. En fait, la transition énergétique, la performance énergétique, la transition énergétique, c'est aux industriels de la faire. Donc effectivement, les administrations, les agences d'État vont nous accompagner, mais il ne faut pas attendre d'être tiré. Donc en fait, l'industriel est l'acteur de la transition énergétique. Et donc c'est lui qui doit prendre les mesures pour baisser ses consommations ou pour décarboner son énergie. Et c'est ça qui va tirer tout le reste. Alors par exemple, quand le groupe Renault annonce faire de la géothermie profonde, de la biomasse ou travailler sur du biogaz par exemple, aujourd'hui, on n'a pas les outils encore en place. Mais c'est en prenant des décisions aujourd'hui qu'en 2030, on aura les outils et qui nous permettront d'obtenir les objectifs. Donc les industriels doivent aujourd'hui décider
pour justement tenir les objectifs de demain. Et ce sont des projets qui prennent 5, 6, 7 ans. Donc, quand on annonce des objectifs en 2030, c'est maintenant que ça se fait. 2023, et si un industriel ne prend pas les décisions aujourd'hui, il ne sera jamais prêt en 2030. Charles Vernier. Non, alors, un message supplémentaire que je veux rajouter. Donc, on a beaucoup parlé d'efficacité énergétique, etc. Quand même rajouter un mot. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il est quand même revenu pas mal à la mode, mais c'est quand même un terme qui était mentionné par l'ADEME depuis qu'elle existe, c'est la notion de sobriété. Vous l'avez sûrement entendu. C'est quand même aussi une des, si ce n'est la première action à mettre en place. C'est vraiment regarder, donc, entre guillemets, faire la chasse au gaspillage. Regarder quelles énergies sont tout simplement perdues avant de regarder donc, comment optimiser au maximum un four électrique, etc. C'est vraiment regarder, bah tiens, où est-ce que je perds de l'énergie. Donc ça peut passer par du changement de comportement auprès des salariés, auprès de la direction, enfin auprès de tout le monde dans l'entreprise. Ça peut aussi passer par des changements organisationnels, la manière dont il y a agencé l'entreprise, etc. Optimiser au maximum les déplacements. Mais vraiment à bien avoir en tête qu'il n'y a pas que l'efficacité énergétique de tous les équipements, mais il y a également toute cette notion de sobriété dans l'entreprise. Pas surconsommé, donc. Exactement. Frédéric, le mot de la fin. Ben, Conscientisation. Agissons. Agissons. Ça, ce serait certainement le mot, mais agissons de manière coordonnée. Moi, ce qui me frustre, c'est d'entendre tout un tas d'initiatives un petit peu individuelles, et je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Donc, unissons-nous, soyons coordonnés. Et donc, moi qui travaille pour l'industrie de la réparation et de la maintenance, je cherche à développer de plus en plus de clubs moteurs où je fais venir, je viens d'en faire un en Belgique, où j'ai attiré pas mal de gros donneurs d'ordre autour de l'industrie chimique et pétrochimique d'ailleurs. Et on voit que donc il y a une demande, il y a une opportunité fantastique, il y a des projets, mais il faut aussi qu'on ait quand même un minimum de coordination. Et donc pour aller encore plus vite et optimiser. Donc si je peux me permettre aussi, regardez les associations professionnelles et inscrivez-vous, devenez actifs. On en a plusieurs ici en France, parce que si vous continuez à agir isolément, seul de votre côté et autres, ben, OK, il y aura des améliorations, mais ça va prendre beaucoup plus de temps et il y a une urgence. Donc, agissons sur cette urgence. Merci, messieurs. Merci infiniment pour toutes vos explications et votre disponibilité également. L'heure tourne, évidemment, pour la planète. Merci à tous aussi d'être venus très nombreux.